Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque sur MCTV Boston, une émission qui est diffusée sur une quinzaine de chaînes publiques ici dans l'État du Massachusetts. À cette émission aujourd'hui, nous allons parler de la faillite de 3 banques régionales américaines, notamment la Silicon Valley Bank. Ça fait déjà plus d'une semaine aux États-Unis. Pour analyser les répercussions, les turbulences constatées sur plusieurs marchés boursiers à l'échelle planétaire, comme invité, nous serons rejoints d'ici quelques instants par le professeur Mark Tassé qui enseigne à l'Université d'Ottawa au Canada. Avant de rejoindre le professeur Mark Tassé, nous vous invitons à suivre la présentation de son parcours professionnel grâce à un ami de l'intelligence artificielle. Conférencier primé à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa et au programme de MBA pour cadre de l'école de gestion Telfait, Mark Tassé a aussi donné des conférences sur l'éthique des entreprises et les crimes financiers dans certaines des meilleures universités du monde, comme l'Université McGill et l'Université Harvard. Au cours des 30 dernières années, il a enseigné à plus de 8500 étudiantes et étudiants universitaires en droit et en administration des affaires, en plus d'avoir formé quelques 40 000 professionnels et professionnels dans ces domaines au Canada et à l'étranger. En outre, il a analysé et élaboré de nombreux programmes de perfectionnement professionnel accrédités en droit et en affaires, et il a créé de nouveaux cours à l'intention des étudiantes et étudiants en droit et au MBA. Mark Tassé examine les crimes économiques et financiers intérieurs et transnationaux sous différents angles, explore ce qui motive les gens à enfreindre la loi, comment les contrevenants brouillent les pistes et ce qu'on peut faire pour arrêter ce pillage, et étudie l'importance de l'intelligence artificielle, de l'analyse des données et de l'apprentissage automatique pour la prévention et la détection de la fraude et de la corruption. Sommité dans le domaine de la lutte contre la corruption, il a été choisi comme partenaire expert pour le Forum mondial sur l'intégrité et la lutte anticorruption 2020 de l'OCDE, où il a présenté un travail de recherche intitulé Reimagining Corporate Punishment on a Multilateral Scale. Depuis, il a été appelé à présenter d'autres recherches sur la lutte contre la corruption au moyen de mécanismes supranationaux à un symposium que tiendront l'Office of Suspension and Debarment de la Banque mondiale, l'OCDE et l'American Society of International Law en avril 2022. Par ailleurs, il s'est vu invité à participer aux tables rondes universitaires organisées par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUG, pour fournir des conseils au groupe de travail anticorruption du G20. Les recherches actuelles de Mark Tassé portent sur les effets réels et potentiels des allégations de corruption et de production de rapports financiers frauduleux sur la capitalisation boursière d'une société cotée en bourse. Le chercheur s'intéresse aussi aux tendances en matière de recours collectif dans le contexte des crimes économiques et des crimes d'entreprise, et aux risques d'atteinte à la réputation auxquels s'exposent les sociétés nationales et internationales ainsi que les membres de leur conseil d'administration. Professeur Mark Tassé, merci d'avoir répondu à notre invitation pour nous aider à comprendre les turbulences sur les marchés financiers après la faillite de 3 banques régionales américaines, la Silicon Valley, Signature Bank et Silver Bank, il y a plus d'une semaine ici aux États-Unis. Avant de développer le sujet qui nous concerne aujourd'hui, vous allez faire pour nous, professeur Mark Tassé, un peu de pédagogie. Au cours de cette émission, nous allons parler bien sûr de la Fed, de la FDIC, de la bourse, des fonds d'investissement. Et quand on dit fonds d'investissement, à l'intérieur, il y a les actions, il y a les obligations. Pour commencer, professeur Mark Tassé, la Réserve fédérale, c'est quoi exactement? Quel est son rôle? Oui, premièrement, merci beaucoup de me donner cette occasion de pouvoir partager avec vous et vos auditrices et auditeurs. Donc, pour répondre à votre première question, la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, comme on l'appelle, c'est la banque centrale des États-Unis. Elle est responsable de maintenir la stabilité financière monétaire du pays en contrôlant l'offre de monnaie et les taux d'intérêt. Et ça, c'est très important. Donc, elle contrôle les taux d'intérêt. Elle contrôle également la masse monétaire, qui est l'ensemble de la monnaie en circulation, des réserves de monnaie à la Réserve fédérale qu'on appelle. Et de plus, elle supervise et réglemente le système bancaire des États-Unis
en émettant et en appliquant des règles et des législations. Donc, c'est elle qui définit les règles et les législations. Et finalement, elle fournit des services aux États-Unis et aux autres pays, tels que la tenue de réunions entre les banques centrales et le commerce des devises. Donc, c'est vraiment une banque qui est très importante, autant aux États-Unis qu'au niveau international. Professeur Marc Tassé, depuis plus d'une année, la Réserve fédérale ici aux États-Unis, la Banque centrale européenne relèvent leur taux directeur. Quels sont les facteurs qui déterminent ces décisions? Habituellement, les banques centrales ajustent les taux d'intérêt pour stimuler ou pour ralentir l'économie. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, les entreprises et les particuliers sont encouragés à emprunter de l'argent, ce qui peut stimuler les dépenses et la croissance économique. Toutefois, lorsque les taux d'intérêt sont élevés, les entreprises et les particuliers sont moins susceptibles d'emprunter de l'argent, ce qui pourrait ralentir l'économie. Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que les banques centrales décident d'augmenter ou de baisser les taux d'intérêt en fonction de divers facteurs, tels l'inflation, l'emploi, les dépenses des ménages, ainsi que les conditions commerciales. Et ils peuvent également choisir d'ajuster les taux d'intérêt pour influencer sur la valeur des devises et surtout pour éviter ce qu'on appelle une surchauffe économique. Et décidément, au cours, je dirais, de ces derniers 8 mois, la Fed, la Réserve fédérale ici aux États-Unis, a eu à augmenter, bon, la même situation et particulièrement en Europe, a augmenté les taux d'intérêt à cause justement de l'inflation. Mais quand même, il y a des conséquences sur l'économie. Totalement d'accord avec vous. Et comme vous dites, lundi, le président Biden s'est fait rassurant en disant que la Banque fédérale américaine serait là pour protéger les épargnants et que les gens avaient moins à s'énerver parce que la banque jouait bien son rôle et qu'elle était pour faire en sorte qu'elle va leur fournir, pour certains consommateurs qui se sont trouvés affectés par la faillite de ces banques, leur offrir comme telle la possibilité de continuer d'obtenir le financement dont ils ont besoin pour prospérer. Et comme vous dites, ça c'est bien, mais d'un autre côté, il faut faire attention parce que faut pas non plus je vous dirais, gonfler artificiellement l'économie en disant, bien, on va continuer de financer comme tel les entreprises pour qu'ils puissent prospérer, si dans le fond, c'est pas viable. Et c'est ça qui devient toujours le gros point de réflexion en disant, si on finance des entreprises qui, à long terme, ne sont pas viables, est-ce que ce n'est peut-être pas voué à l'échec de continuer de les financer? Et là, on tombe dans un débat un petit peu, je vous dirais, socio-économique, socio-culturel, en disant, on dit toujours que les États-Unis, c'est la terre de la prospérité et de l'initiative. Land of prosperity. Donc, on dit toujours que tout le monde peut faire sa place aux États-Unis. Et c'est vrai. Mais est-ce que le marché est prêt à pouvoir absorber tous ces gens qui veulent faire leur place au niveau commerce? Il y a peut-être des initiatives qui sont très louables, mais qui, à long terme, financièrement, ne sont pas rentables. Donc, si des fois on continue à les financer, ça peut aller un petit peu dans, je vous dirais, la direction opposée d'une rationnelle économique. Parce qu'habituellement, on dit, si vous êtes capable de générer des surplus, générer des emplois, générer des liquidités, c'est parce que votre entreprise fonctionne bien. Mais si vous n'êtes pas capable, oui, on peut vous aider, mais à quel prix? Donc, c'est de là que ça devient... Mais au moins, le président s'est fait rassurant pour les épargnants, pour les jeunes entreprises, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient en phase de démarrage, de leur dire, on va continuer de vous aider, on va être là pour vous, ne vous en faites pas. Mais moi, ce que je me dis toujours, c'est oui, mais est-ce qu'à long terme, c'est viable? C'est ça qui devient je dirais, le plus grand dilemme, mais il faut faire attention, parce que là, on est dans une situation de dilemme éthique. Est-ce que le gouvernement intervient, la Banque centrale intervient dans le but de protéger et de permettre, comme tel, aux épargnants de continuer, ou on dit on a un rôle limité jusqu'à un certain point et il faut être rationnel et prendre des décisions. Donc, c'est un dilemme éthique, mais il faut faire attention de ne pas le convertir en une analyse coût-bénéfice. Donc, il faut se garder un petit peu de réserve. Pour revenir sur le discours rassurant, comme vous l'avez si bien dit, du président Joe Biden,
La FDIC est l'institution citée à plusieurs reprises par le président américain. Quel est le rôle de cette institution quand une banque dépose son bilan ici aux États-Unis? OK. Son rôle, c'est de protéger les épargnants lorsque des institutions financières sont en difficulté. Les protéger dans le but de dire, bien, vous ne perdrez pas tout ce que vous avez, on va garantir vos prêts jusqu'à la hauteur d'un certain montant. Et en ce moment, le montant est de 250 000 US. Donc, on donne une certaine assurance, je vous dirais, aux épargnants ainsi qu'aux investisseurs en disant, bien, au moins, vos investissements et vos soldes à votre compte de banque vont être protégés. Donc, à ce moment-là, elle procède à un remboursement partiel selon les fonds disponibles. Et à ce moment-là, bien, ça fait en sorte que ça apporte une certaine stabilité. Et je vous dirais, ça réduit l'inquiétude. Parce que dès qu'il y a de l'instabilité, de l'inquiétude, bien, à ce moment-là, les épargnants vont demander, eux, vont voir un risque plus élevé, donc vont demander des taux de rendement supérieurs. Donc, c'est un peu pour ça que le gouvernement américain a créé cette agence dans le but de, je vous dirais, rassurer les investisseurs et les épargnants en disant, bien, vous avez un certain montant de votre argent qui est garanti. Donc, même si vous n'avez peut-être pas le taux d'intérêt le plus élevé, au moins, vous savez que votre montant est garanti. Oui, mais que se passe-t-il, professeur Tassé, lorsque les dépôts, ou je dirais les actifs, dépassent cette barre de 250 000 $ américains dans une banque qui a déposé son bilan? Ouais. Ben, à ce moment-là, je vous dirais en situation normale, ce qui arrive, c'est que vous n'êtes plus couvert. Donc, à ce moment-là, vous êtes exposé à un risque de perte. C'est certain que les autorités en place interviennent dans le but de bien gérer les actifs qui restent, de faire en sorte que vous pouvez avoir, dans la mesure du possible, un montant le plus élevé possible, mais ça ne vous garantit pas. Donc, les montants qui sont supérieurs à 250 000, habituellement, ne sont pas garantis. Là, dans la situation qu'on a vue présentement, le président Biden a dit on va être là pour protéger. S'il y a des montants qui ont excédé 250 000, on va comme tel s'impliquer. Mais la FDIC, eux, vont jusqu'à la hauteur de 250 000. Là, par la suite, ça reste à savoir les interventions. Et des fois, ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir d'autres institutions financières qui vont acheter les institutions financières qui sont en déficit et décider de garantir comme tel les montants qui ne seront pas couverts par le 250 000 $. Dans le grand débat médiatique autour de la faillite des 3 banques régionales américaines, les analystes parlent beaucoup d'investissement dans le secteur de la tech ou de la crypto-monnaie. Définissez pour nous actions, obligations, quelle différence entre les deux? Oui, bien certainement. Les actions et les obligations sont 2 des principaux instruments financiers qui sont utilisés par les investisseurs. Les actions sont des parts d'une entreprise qui donnent à leur propriétaire le droit de vote et le droit de recevoir une partie des bénéfices de l'entreprise. Et souvent, cette répartition-là se fait par voie de dividendes. Les obligations, d'une autre part, sont des prêts qu'une entreprise émet à des investisseurs, lesquels reçoivent des intérêts sur leur investissement et sont remboursés à la fin de la durée du prêt. Donc, les actions offrent le potentiel de gain à la hausse, tandis que les obligations offrent un rendement plus stable et sont généralement considérées comme étant plus sûres. Donc, ça dépend de votre aversion pour le risque. Si vous êtes des gens qui disent « Moi, j'ai une très faible aversion pour le risque », ou du moins, j'ai plutôt une très faible tolérance pour le risque, donc à ce moment-là, vous allez aller vers les obligations. Sauf que si vous êtes prêt à prendre un petit peu plus de risques, vous allez aller vers les actions parce que vous avez une espérance de rendement plus élevée. Donc, c'est ce qui fait la différence, je vous dirais, entre les deux. Professeur Marc Tassé, pour ceux qui ne sont pas versés dans la finance, l'économie, et les actions, c'est facile à comprendre. On achète, par exemple, des actions dans une entreprise. Mais pour les obligations, c'est quelque peu compliqué. D'abord, quelles sont les institutions qui émettent des obligations et comment c'est réglementé?
OK. Les institutions qui vont émettre les obligations, généralement, vont être des institutions, comme exemple, ça pourrait être des institutions gouvernementales. On voit souvent ça, exemple, le gouvernement des États-Unis, on voit des municipalités, on voit des villes, on voit des États qui vont émettre des obligations. On voit aussi certaines entreprises qui sont cotées à la bourse, mais qui vont décider de faire une combinaison entre émettre des actions ou émettre des obligations. Si c'est des entreprises qui sont cotées à la bourse, des fois, c'est parce qu'ils veulent, comme tel, pouvoir garder la même distribution au niveau des actions. Donc, ils vont plutôt aller vers des obligations en disant ça n'affectera pas comme tel notre actionnariat jusqu'à un certain point. Donc, c'est vraiment laissé un peu à, je dirais, à la discrétion des entreprises qui sont ce qu'on appelle les corporations, qui sont incorporées, alors que si on parle de municipalité, si on parle de gouvernement, autant municipal, au niveau de l'État ou fédéral, là, à ce moment-là, c'est un choix qu'ils font. Donc, eux, ils n'ont pas le choix. Eux, ils doivent soit, comme tel, faire un emprunt traditionnel ou aller vers des obligations, mais ils ne peuvent pas émettre d'actions. Professeur Marc Tassé, dernier terme à définir pour nous, marché boursier, avant de parler vraiment de la faillite des 3 banques régionales américaines. Et marché boursier, c'est quoi exactement? Comment c'est réglementé? Ben, bonne question. Les marchés boursiers sont des marchés financiers sur lesquels des entreprises et des investisseurs peuvent échanger des titres financiers tels que des actions et des obligations, donc ce qu'on parlait tantôt. Ils sont gérés par des organismes réglementaires tels que ce qu'on appelle la SEC, qui est la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. On a aussi la Bourse de Paris, la Bourse de Tokyo, Toronto, qui surveillent et réglementent les transactions sur le marché. Donc, c'est surveillé. Ce sont des endroits où est-ce qu'on va transiger actions et obligations, mais il y a une surveillance accrue qui est faite parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de délit d'initié. On veut s'assurer qu'il n'y a pas de fraude non plus aux investisseurs. Donc, à ce moment-là, je vous dirais, c'est très réglementé. Et surtout aux États-Unis, la plupart des résidents savent que la SEC, comme vous l'appelez, la Securities and Exchange Commission, ont vraiment un rôle très important à titre de surveillant des transactions financières. Venons-en maintenant au sujet qui nous concerne aujourd'hui à cette émission, la faillite des 3 banques régionales américaines. 15 ans après la plus importante faillite d'une banque aux États-Unis, Lehman Brothers, c'était en septembre 2008. Professeur Tassé, est-ce que ce qui s'est passé aux États-Unis, cela vous a surpris? Honnêtement, je vous dirais que non. Le problème qui arrive, c'est que les banques que vous venez de mentionner sont des banques régionales et par conséquent très exposées aux conditions économiques locales. Et c'est parce que souvent, les institutions financières qui ne sont pas régionales, bien, eux peuvent répartir le risque. Donc, si dans une certaine région, les conditions économiques ne sont pas favorables, c'est compensé par le fait que dans d'autres régions, ça peut être mieux. Mais quand on parle de banques régionales, vous êtes totalement exposé à des risques. Et on se rend compte qu'il y en a de plus en plus de ces banques-là qui sont sujets à faire des faillites parce qu'ils sont moins diversifiés, alors plus sensibles aux effets négatifs des cycles économiques locaux. Ce qu'on voit souvent, c'est souvent ces institutions-là, parce que sont locales, vont faire des prêts à des gens qui vont peut-être être impliqués dans la communauté, qui vont peut-être développer des liens de confiance avec eux. Alors qu'en réalité, on dit souvent que dans le domaine des affaires, dans le domaine bancaire, bien qu'on connaisse quelqu'un, il faut qu'on mette toutes nos émotions de côté et être très rationnel dans l'analyse de demande de prêt, parce que sinon, on peut avoir des prêts qui sont de moins bonne qualité et on voit un peu ce qu'il y en est ici. Donc, à ce moment-là, je vous dirais, c'est très regrettable, mais c'est pas trop surprenant. Parce qu'étant donné que le gouvernement américain et la Federal Reserve, donc, ont augmenté les taux d'intérêt. Plus qu'on augmente les taux d'intérêt, plus que c'est dur sur l'économie, parce qu'on veut réduire l'inflation. Mais quand on réduit l'inflation, on réduit aussi l'activité économique. Donc, dans certaines régions, s'ils sont très dépendants de la demande, bien pour eux, ça devient difficile. Donc, je pense que c'est un peu une résultante qu'on voit.
Oui, mais et non seulement ces banques, professeur Marc Tassé, bon, vous l'avez bien dit, ce sont des banques régionales, mais est-ce qu'on ne peut pas parler également de banques sectorielles dans la mesure où ces banques étaient vraiment liées à des secteurs comme la crypto-monnaie, la tech d'une manière générale. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ces trois banques? Ben, je pense qu'il arrive, c'est que exactement ces banques-là voulaient se démarquer, avaient promis des rendements assez élevés à leurs déposants. Donc, à ce moment-là, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient investir dans des secteurs plus risqués, comme la crypto-monnaie, comme la tech. Et on s'est rendu compte que ces secteurs-là ont été durement affectés. Donc, à ce moment-là, c'était un pari que ces institutions financières avaient fait, mais malheureusement, le pari ne s'est pas avéré comme étant le meilleur qui aurait pu être fait. Donc, à ce moment-là, ils sont arrivés avec une situation où est-ce que, je vous dirais, leur portefeuille de placement n'était plus aussi de bonne qualité. Et c'est là qu'on a des agences de rating comme Moody's, qui eux autres ont dit, bien, ces institutions financières, je prends par exemple la Silicon Valley Bank, ils ont dit, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la cote de fiabilité. Donc, lorsqu'on réduit la cote de fiabilité, ça crée habituellement de l'inquiétude de la part des investisseurs, des épargnants. Donc, à ce moment-là, c'est de là que tout l'effet a suivi, dans le sens que la panique s'est installée. Certaines personnes qui étaient réputées dans le domaine ont mentionné que l'institution en question, et je reviens encore avec la Silicon Valley Bank, que c'était rendu très dangereux. Donc, on a conseillé comme tel aux investisseurs et aux épargnants de retirer leurs fonds très rapidement. Donc, en date de 48 heures, l'institution s'effondrait. Beaucoup de personnes se posent la question à savoir, bien, pourquoi juste 48 heures alors que la Washington Bank, qui a quelques années de ça, c'était en 2008, je crois, plus que quelques années, plusieurs années, ça avait pris quand même 2 semaines avant qu'on voit un effet un peu similaire. C'est parce qu'à ce temps, avec la technologie, avec les téléphones intelligents, et ainsi de suite, les personnes peuvent faire un retrait bancaire dans quelques secondes. Donc, à ce moment-là, ça a fait en sorte que les épargnants, une fois que la panique s'est installée, les épargnants ont tout de suite voulu retirer leur somme. Et en retirant leur somme, ça faisait en sorte que là, la banque était vraiment exposée à un risque qu'elle ne pouvait plus contrôler. Et c'est là qu'il y a eu l'intervention du gouvernement à ce niveau-là. Mais est-ce que dans la faillite de ces banques, est-ce qu'il n'y a pas un problème de liquidité qui s'est posé dans la mesure où la hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les obligations que possédaient justement ces trois banques? Exactement. C'est exactement ça. Vous l'avez totalement bien identifié. Ça a fait en sorte que là, il y avait un fort besoin de liquidité à cause justement de l'augmentation des taux d'intérêt et l'impact que ça avait sur les obligations. Et là, les institutions financières ne possédaient plus ces liquidités-là. Parce que très souvent, les institutions financières n'ont pas les liquidités. Les épargnants déposent leur argent et eux prêtent l'argent par la suite. Mais la liquidité n'est plus là et le système bancaire repose sur une hypothèse qui, tant qu'à moi, est un peu dangereuse, à savoir que les épargnants ne demanderont pas tous d'avoir leur liquidité en même temps. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'à cette heure, avec tout ce qu'on appelle les médias sociaux et les téléphones intelligents, si l'inquiétude et la panique s'installent, c'est une question d'heures, c'est même plus une question de semaines, même de jours. En dedans de quelques heures, on peut voir une très, très forte demande au niveau de la liquidité. Et là, tout simplement, les institutions financières ne sont plus aptes à répondre à leurs obligations. Et c'est ce qu'on a vu. Donc, les taux d'intérêt faisaient en sorte que, la hausse des taux d'intérêt, que les gens disaient, OK, ben dans ce cas-là, on va sortir notre argent qui est mis en épargne et on va l'investir plutôt dans les obligations, parce que les obligations, eux, le taux augmentait, donc ça devenait plus intéressant pour eux. Mais le problème, c'est quand ils ont fait la demande, les fonds n'étaient pas là. La hausse des taux d'intérêt est bien sûr un déclencheur de la faillite de ces banques. Mais ne faudrait-il pas également questionner certaines décisions prises par les gestionnaires de ces banques dans les investissements pour l'acquisition de start-up, des placements à risque excessif, etc., professeur Tassé? Encore une fois, vous avez totalement raison. C'est la problématique qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont des hauts gestionnaires de ces institutions financières qui disent, dans le but comme tel de pouvoir générer un plus grand rendement pour nos
épargnants et nos investisseurs, on va prendre des risques plus élevés. Mais le problème, c'est au niveau de la gestion de risque. C'est quoi l'appétit pour le risque qu'une institution financière qui se veut raisonnable doit prendre? Dès qu'on investit, plutôt, dès qu'on finance, comme tel, je vous dirais, des startups, des entreprises de placement à risque excessif, bien, à ce moment-là, on est en situation en disant, bien, il y a risque de perte, il y a risque de ne pas atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là? Donc, la tolérance pour le risque doit être faite de façon rationnelle et non émotionnelle. Parce que c'est facile de dire, on va investir dans des startups et oui, ça va aller bien, puis oui, on va vraiment avoir un super gros rendement. Mais d'un autre côté, le système bancaire est un peu fait là-dessus sur la gestion des risques. Et dans les situations qu'on a vues, c'est qu'ils avaient oublié un risque. Le risque était que la Réserve fédérale continue d'augmenter les taux d'intérêt. Personne n'avait prévu comme tel cette augmentation consécutive du taux d'intérêt dans le but de combattre l'inflation. Donc, c'est ça que ça a tout débalancé. Mais depuis plusieurs mois comme tel, beaucoup de banquiers le mentionnaient en disant c'est dangereux si la Banque fédérale américaine continue d'augmenter les taux d'intérêt, le taux directeur, l'impact va être que certaines d'entre nous pourront plus continuer parce qu'on est trop à risque. Donc, il y avait eu comme tel un signal qui avait été lancé, mais le gouvernement américain, de par la Réserve fédérale, a décidé de continuer d'augmenter son taux directeur. Donc, ces augmentations consécutives qu'on n'avait pas vues depuis plusieurs années, depuis la faillite de Lehman, à ce moment-là, ça a fait en sorte que les institutions financières avaient trop pris de risques. Donc, il y avait trop une grande exposition à des risques pour lesquels qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Parce que des fois, il y a des risques qu'on peut quand même contrôler jusqu'à un certain point en utilisant certaines stratégies. Mais ce risque-là, l'augmentation des taux d'intérêt, à ce moment-là, ça a été vraiment pour eux quelque chose hors de leur contrôle. Et on a vu la conséquence. On a vu des gens qui étaient tout simplement, je vous dirais, je n'aime pas dire inefficaces, mais qui étaient mis devant une situation en disant il n'y a rien qu'on peut faire. On est incapable d'arrêter la débâcle. Et c'est ce qu'on a vécu. Pour aider peut-être celles et ceux qui nous regardent à comprendre l'impact de la hausse des taux d'intérêt, je rappelle qu'en mars 2020, les taux d'intérêt étaient négatifs, alors que le taux directeur de la Fed aujourd'hui avoisine les 4,75%. L'écart est vraiment énorme. Est-ce que la faillite de ces trois banques va contrarier les plans de relevé des taux de la Fed que certains analystes, professeur Tassé, estiment trop élevés et trop rapides? Je vous dirais, je le souhaite du plus profond de mon cœur. Je pense que si la Fed continue d'augmenter ses taux d'intérêt, on va en voir de plus en plus. Parce que là, ce qu'on a vu, je pense, c'est juste, là, moi, la pointe de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres institutions financières qui sont dans des situations financières très précaires. Donc, je pense qu'il va se produire d'ici la prochaine hausse prévue, ou du moins la prochaine intervention de la part de la Fed pour voir ce qui va se passer avec le taux d'intérêt. Je crois qu'à ce moment-là, ce qu'on va voir, c'est beaucoup d'analyses qui vont être faites au niveau de la vulnérabilité des institutions financières existantes en disant, si on augmente, exemple, d'un quart de point, donc ce serait 0,25 %, quel serait l'impact sur les institutions financières et combien d'entre elles pourraient être exposées à la même situation que la Silicon Valley Bank a eue et quelle va devoir être l'intervention du gouvernement à ce moment-là. Parce que si on regarde présentement, la Silicon Valley Bank, oui, c'est triste, mais le gouvernement américain, dans le but de rassurer, a dit « Parfait, on va contribuer ce qui va excéder aux 250 000 $, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. » Mais là, c'est une ingérence de la part du gouvernement dans le but de stabiliser encore une fois. Sauf que tu ne peux pas continuer d'augmenter les taux d'intérêt, puis d'un autre côté, continuer de financer des banques qui perdent de l'argent. Donc, je pense que, selon moi, on va voir comme tel un réalignement de la part de la Réserve fédérale avec son taux d'intérêt directeur en disant il va falloir revoir et probablement qu'on va aller à la baisse un peu dans le but de stabiliser, mais on va quand même informer la population qu'il faut faire très attention parce qu'il ne faut pas que l'inflation augmente parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ne sont plus capables
Il y a beaucoup de particuliers qui sont plus capables de continuer d'opérer avec une inflation qui est à ce niveau. Donc, parce que tout le temps, c'est l'effet inverse. Si on baisse les taux d'intérêt, l'inflation va augmenter. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, on a une problématique, on n'est plus capable de contrôler l'inflation. Donc, d'un côté, ils sont pris entre si on continue d'augmenter les taux d'intérêt, on va diminuer l'inflation, mais il y a beaucoup d'institutions financières qui vont faire faillite et les épargnants vont perdre d'un autre côté. Donc, ça devient une réflexion approfondie qui va devoir être faite parce que le système bancaire américain est très fragilisé en ce moment et très vulnérable. Donc, je crois qu'avant, comme tel, qu'on revoit des hausses de taux d'intérêt, ça va probablement prendre un petit peu de temps, mais on va quand même mettre un effort aussi sur contrôler l'inflation. Donc, il faut être créatif. Il faut trouver peut-être une façon différente de contrôler l'inflation que d'augmenter le taux directeur. On peut donc imaginer les débats entre les principaux conseillers économiques de la Maison-Blanche alors que Joe Biden sera engagé bientôt dans la campagne pour sa réélection. Professeur Mark Tassé, après la crise financière de 2008, de nouvelles réglementations ont été mises en place non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle planétaire en vue d'éviter ce genre d'effondrement des banques. La digue a-t-elle sauté? Jusqu'à un certain point, si elle n'a pas sauté, elle est très fragilisée. Je vais vous dire pourquoi. Oui, effectivement, on avait mis des réglementations qui étaient très strictes et qui se voulaient, en ce moment-là, je crois, probablement les meilleures. Problématique qu'il y a eu, vous savez, aux États-Unis, il y a eu changement au niveau de la présidence. On a eu une présidence sous M. Trump qui était, je vous dirais, beaucoup plus agressive, plus entrepreneuriale jusqu'à un certain point. Et il y a eu des modifications qui se sont faites au niveau des réglementations dans le but d'augmenter certaines limites, certains seuils de tolérance. Donc, des réglementations qui se voulaient strictes sont devenues un petit peu moins strictes. Et lorsqu'on prend des réglementations et qu'on les rend un peu moins strictes, bien, automatiquement, on augmente le risque. Et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment. Donc, je pense qu'en ce moment, on voit la résultante de peut-être certaines flexibilités qu'il y a eu au niveau des réglementations, où est-ce qu'on a augmenté certains niveaux de tolérance ou certains seuils critiques en disant oui, mais dans les circonstances, je pense que ceci peut être acceptable. Ça devient toujours difficile. Et c'est à ce moment-là, je pense que les réglementations existent encore. Il faut peut-être les revoir qu'est-ce qu'elles étaient à leur état original en 2008. Donc, il va falloir... ce qui était bien, c'est qu'on ne les a pas enlevées. On a juste augmenté le seuil de certaines de ces réglementations-là. Donc, il va peut-être falloir ramener le seuil à la baisse et faire à la base et faire en sorte que certaines institutions se voient sous surveillance à un niveau plus faible qu'à un niveau plus élevé. Oui, par exemple, chez vous, professeur Tassé, au Canada, après la crise financière de 2008, quels ont été en principe les principaux aspects des réglementations mises en place par la Banque centrale, je dirais, du Canada? Bien, nous, ce que ça a été, c'était encore... C'est qu'on a un contexte qui est un petit peu différent. Nous, on a beaucoup moins d'institutions financières. Donc, on a 8 banques à charte, qui sont des banques, je vous dirais, les banques principales, et on a quelques, ce qu'on appelle des credit unions, donc d'autres institutions, mais on a augmenté la réglementation, on a augmenté beaucoup la surveillance, on a augmenté l'analyse de leurs résultats financiers et de leur liquidité. Et je peux vous dire que on est rendu à un point là, que l'analyse de liquidité se fait sur une base journalière. Donc, nos institutions qui réglementent les institutions financières font une analyse journalière de la liquidité des principales banques. Vous allez dire, c'est un travail qui devrait être très difficile. Non, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Aux États-Unis, ce serait énormément difficile, à moins que vous utilisiez l'intelligence artificielle pour vous aider. Mais si vous ne l'utilisez pas, ce serait long et pénible puisque vous avez plusieurs institutions bancaires. Alors qu'au Canada, on en a beaucoup moins. Donc, on peut avoir des gens qui vont être assignés juste à faire la surveillance de nos grosses banques à charte canadiennes. Et à ce moment-là, on gère mieux le risque, on peut plus le prévoir. Donc, lorsqu'on anticipe
des hausses de taux d'intérêt directeurs, à ce moment-là, on a la chance de voir tout de suite quel va être l'impact sur les institutions financières. Alors qu'aux États-Unis, le seuil avait été augmenté à des actifs de 250 milliards. Donc, ce qui était en bas, on ne le regardait pas nécessairement. Donc, ça a fait en sorte que ça a peut-être rendu certaines banques plus vulnérables. Parce qu'au début, en 2008, c'était à 60 milliards. Et là, aux États-Unis, ils l'avaient augmenté à 250 milliards. Nous, au Canada, on a moins d'actifs, c'est certain, et on a mis un seuil très, très bas. Donc, nos 8 institutions sont surveillées, puis nos credit unions, eux aussi, mais on a avisé les épargnants que ils ne sont, nous, c'est garanti jusqu'à la hauteur de 100 000 plutôt que 250 000 comme vous, mais il y a peu, c'est beaucoup moindre. Ça représente une plus petite partie des épargnants qui vont aller vers les credit unions. Ils vont plutôt aller vers nos institutions bancaires à charte qui sont reconnues entre 7 et 8 et qui sont hautement réglementées par le gouvernement. En parlant de différence entre les systèmes bancaires américains et canadiens, est-ce qu'il y a, par exemple, chez vous, professeur Tassé, une certaine emphase mise sur la diversification au niveau des portefeuilles des banques? Oui, effectivement, on exige que les banques aient un portefeuille très diversifié de leurs investissements. Et on a des règles aussi qui sont très spéciales pour les entreprises qui vont investir dans les institutions financières ou les fonds de pension. Ils ne peuvent pas investir dans l'entreprise. C'est très réglementé parce que tout est fait dans le but de diversifier le risque. Donc, au Canada, on dit toujours, vous allez avoir des rendements qui vont être moins élevés, mais le risque est très diversifié. Donc, vous vous exposez à un risque plus faible parce que c'est fortement réglementé, mais d'un autre côté, le rendement que vous pouvez avoir ou anticiper va être inférieur à ce que vous pourriez avoir aux États-Unis. Donc, ça fait partie d'un portefeuille de placement où ce qu'on dit, bien, vous allez être moins exposé à un risque, mais vous allez malheureusement faire un rendement qui va être inférieur. Et au Canada, les gens se sont habitués à ça en disant, OK, pour nous, des gros rendements élevés, on ne s'attend pas à ça. Nous, on s'entend à des rendements qui sont un peu inférieurs, mais qui sont stables. Des rendements qui sont sécuritaires. Alors, donc, on voit moins de faillites d'institutions. On voit moins je vous dirais, d'effets lorsqu'on augmente notre taux d'intérêt que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres pays où est-ce qu'on a eu une aversion pour le risque plus faible. Donc, on a un appétit pour le risque plus élevé, donc, mais en retour, on a des rendements plus élevés. Donc, c'est un petit peu ça, je vous dirais, la distinction. Au Canada, puisque ceci existe depuis longtemps, c'était même là avant les débats financiers là, de 2008 et avant. À ce moment-là, c'est comme un peu dans notre nature. On n'a pas de problème à ce niveau-là. On comprend ça et on gère bien avec ce rendement inférieur, mais qui garantit un risque de rendement plus stable. Et professeur Marc Tassé, en parlant justement de diversification au niveau des portefeuilles pour les banques, et pour les 3 banques en faillite que nous analysons aujourd'hui, justement, ces 3 banques étaient liées à l'industrie de la tech, de la crypto-monnaie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut même parler de risque d'investir dans ces secteurs? Je pense que oui, aujourd'hui, on peut en parler et on pouvait en parler aussi il y a de ça des mois et des mois. C'était difficilement concevable que lorsqu'on investit dans des startups dans le domaine de la tech et de la crypto-monnaie, qui sont des domaines qui sont très volatiles, qui sont peu réglementés, qui sont nouveaux, qu'on a une connaissance limitée, que tout est basé sur de la spéculation, est basé sur des revenus à venir et non pas sur des revenus passés, qu'à ce moment-là, on s'exposait à un risque très élevé. Et c'est pour ça que ces institutions financières-là, oui, investissaient dans ce genre d'industrie parce qu'on pouvait charger des taux d'intérêt élevés. Parce qu'à ce moment-là, les startups sont toujours prêts à payer des taux d'intérêt plus élevés parce qu'ils veulent démarrer et qui ont espérance de profit. Sauf qu'en tant que banquier, il faut essayer de concevoir en disant c'est un secteur risqué. Donc oui, j'ai une espérance de rendement élevé, mais d'un autre côté aussi, c'est possible que je perde. Et je dis souvent, moi, la problématique des gens, que les gens ne comprennent pas bien, c'est
Si je vous garantis, si je vous dis que vous allez avoir un rendement de 20%, vous allez être très heureux. Sauf que vous vous dites, bien, si j'ai pas 20, peut-être m'en avoir 15, peut-être m'en avoir 10 ou 5. En réalité, c'est pas ça. C'est, si tu n'as pas 20, peut-être que tu vas perdre même ton investissement initial. Et c'est ça que les gens ont la difficulté à comprendre. C'est que si je te promets 20 et que ça ne se produit pas, ben, il n'y a pas de chance que ce soit peut-être 5%. C'est peut-être que, étant donné que c'était risqué, tu perds tout. Tu mets tout à risque. Et c'est ça qu'on voit. Et dans le domaine du high-tech, des startups, et il faut regarder, là, depuis quelques mois, on entend beaucoup de grandes entreprises dans ce domaine-là qui réduisent le nombre d'emplois, qui disent, écoutez, on s'ajuste à l'économie, on va réduire, on avait des projets d'expansion, on ne le fait pas. Donc, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça l'a fait en sorte que ces entreprises-là sont devenues plus vulnérables parce que leur espérance ou leur projection de profit ont diminué. Donc, les institutions financières s'exposaient à un risque qu'ils ne soient pas capables de rencontrer leurs obligations. Donc, ça fait en sorte que les agences d'évaluation, comme Moody's, qui est une agence très respectée aux États-Unis, eux disent, mais à ce moment-là, on va réduire comme tel, nous, notre évaluation de la cote de fiabilité de l'institution. Et c'est ce qui est arrivé avec le Silicon Valley Bank. On a réduit en disant la plupart de ces clients vont avoir des difficultés. Ils sont dans le secteur du high-tech, c'est un secteur risqué. Donc, on va réduire la cote. En réduisant la cote, ça a créé de l'insécurité. L'insécurité est venue de par certaines personnes qui sont réputées dans le domaine financier pour faire des prédictions ou de par leur réputation. Et on a vu la situation où est-ce qu'une personne a mentionné, puis cette personne-là avait été l'ancien cofondateur de PayPal avec M. Elon Musk. L'individu en question a mentionné que la banque est exposée à risque puis qu'il recommandait à tous les gens qui le suivent de retirer leur argent de la Silicon Valley Bank. Et lorsqu'il a fait ça, il y a eu fermeture du marché boursier. Et par la suite, quand ça a rouvert le lendemain, la valeur de l'entreprise venait de perdre 60%. Donc, vous savez, c'est de la spéculation. Il ne faut pas oublier que tout le marché boursier, actions et obligations, est basé sur de la spéculation. Lorsqu'il y a de l'insécurité, de la panique, à ce moment-là, il y a un impact direct. Et c'est facile d'avoir de la spéculation et de l'insécurité dans ces secteurs d'activité parce que c'est basé sur du futur qui est l'inconnu. Et on sait que depuis février 2020, le futur a tellement changé à tous les niveaux. Donc, les gens, en ce moment, ils ont une hypersensibilité au risque et à l'inconnu. L'inquiétude, le manque de confiance sont les pires ennemis des marchés financiers. Depuis la faillite des 3 banques régionales américaines, on a constaté, particulièrement la semaine dernière, beaucoup de turbulences sur plusieurs bourses mondiales. Est-ce qu'on peut espérer un effet domino comme ça a été le cas en 2008? Je dirais oui, sur une base rationnelle. Donc, logiquement, c'est ce qu'on pourrait s'attendre. Là, en ce moment, en 2023, 15 ans plus tard, je me demande si il y a beaucoup de communication entre les hauts dirigeants financiers des différents pays. S'ils ne vont pas essayer de stabiliser l'impact, dire écoutez, là, on ne cédera pas à la panique, mais on va avoir un discours commun et on va prendre des actions communes. Parce que le danger, c'est si, exemple, une bourse à travers le monde décide, elle, d'offrir quelque chose de plus rassurant, bien, il va y avoir des transferts de fonds qui vont se faire et là, certaines bourses vont se trouver énormément à risque. Donc, je crois que le marché financier va quand même survivre. On ne pourrait plus espérer d'avoir les rendements qu'on pensait. On ne vivra pas ce qu'on a vécu en 2008, mais on va rester hyper vulnérable. Puis, moi, je vous dirais, je ne crois pas qu'en 2023, on est dans une meilleure situation qu'en 2008. Mais je crois qu'avec toute l'information qui circule, il va y avoir de l'information qui va s'avérer très rassurante, mais est-ce qu'elle va être vraiment fondée? On voit en ce moment les marchés boursiers, ça fluctue tellement de jour en jour, c'est dur. Beaucoup de personnes disent, on est des analystes financiers de longue date, on n'est plus capable de comprendre le marché financier. Le marché financier réagit à des informations qui sont mises à la disposition des gens qui ne sont pas validés, qui ne sont peut-être pas fondés, mais que les gens auxquels qui réagissent. Et c'est là qu'on va aller avec le concept de
désinformation, de la malinformation, de la malversation dans certains types d'informations. Donc, mais je crois qu'en ce moment, alors qu'on se parle, il y a concertation au niveau international de la part des dirigeants des banques centrales de différents pays à dire on doit être solidaire, on doit éviter ce qu'on a vécu en 2008 à travers le monde parce que je pense qu'après une pandémie, après des tensions entre pays comme qu'on vit présentement, des tensions à tous les niveaux, la planète globale n'est plus capable de tolérer beaucoup de risques additionnels. Et si en plus, il faut qu'on rajoute le risque financier, il va y avoir des réactions qui vont être tout simplement inattendues jusqu'à un certain point. Les gens vont peut-être se révolter, les investisseurs, les épargnants, soit qu'on va créer une crise d'anxiété énorme chez eux, puis il va y avoir des gestes malheureux qui vont se produire, ou ils vont tout simplement se révolter. Ils vont dire, on ne croit plus dans tout le système financier, on retire toute notre épargne. Et s'ils retirent toute leur épargne, à ce moment-là, c'est la fin des marchés banquiers. Parce que le concept, c'est de dire, on donne une confiance aux épargnants qui nous prêtent l'argent et cet argent-là est investi dans l'économie dans le but de financer des projets. Mais là, si c'est l'inverse qui se produit, s'il y a perte de confiance, puis tous les épargnants disent, on veut retirer notre argent. Et avant, il fallait aller à la banque, il fallait discuter avec la personne responsable de notre dossier, il fallait remplir plein de documents. À cette heure, ça se fait sur votre portable. Vous pouvez décider de retirer votre argent de l'institution financière et dans les minutes qui vont suivre, le transfert va être fait. Donc, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Et pour terminer, professeur Marc Tassé, je vais vous demander de mettre votre chapeau d'expert comptable avec une large expérience en jury comptabilité à l'échelle, je dirais, internationale. Si vous aviez, n'est-ce pas, on vous appelle ici aux États-Unis et on vous demande de faire l'audit de ces banques, quelles seraient donc vos recommandations après votre audit? Je dirais, premièrement, les membres des conseils d'administration, donc la gouvernance de ces institutions financières, doivent revoir leur devoir de fiduciaire, doivent revoir leur évaluation du risque, de regarder, de dire, quand on regarde un investissement potentiel, de quelle façon est-ce qu'on fait l'évaluation du risque, quel facteur contient, comment est-ce qu'on doit la modifier, quel rôle est-ce qu'on doit jouer. Il faut y avoir un comité de gestion de risque. Et si vous regardez la Silicon Valley Bank, il n'avait plus de Chief Risk Officer pendant une période de temps. Il y avait eu plusieurs rencontres du comité de risque et c'était discuté que la banque était exposée à un risque qui était rendu à un point qui devenait critique. Il faut que les membres de conseil d'administration de ces institutions financières jouent un rôle de fiduciaire, de protéger, de dire on n'acceptera pas un risque plus élevé qu'un certain montant, on va prendre des actions collectives. Ils doivent jouer un rôle prédominant parce que c'est la gouvernance. Les épargnants, dans le fond, lorsqu'ils investissent de l'argent, ils investissent dans une institution financière parce qu'ils croient dans la gouvernance et la bonne gestion. S'il y a absence de bonne gestion, absence de gouvernance, si dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on regarde seulement sur le profit qu'on peut générer et qu'on oublie le risque qui est associé à cette expectation de profit, je pense qu'on faillit, on est négligent. Et en ce moment, si je me rappelle bien, il y a quelques jours, le président Biden a exigé, comme tel, en parlant, je pense, je ne me trompe pas, d'une des institutions financières, je crois que c'était la Silicon Valley Bank, en disant il faut enlever comme tel les différentes personnes qui étaient à la gestion de ces institutions pour les remplacer parce qu'ils ont failli dans leur devoir. Donc, il ne faut pas avoir des gens qui siègent sur des conseils d'administration d'institutions financières qui ont une vision purement capitaliste, qui vont prendre des dilemmes éthiques et qui vont les convertir dans des analyses coûts-bénéfices et qui ne s'attarderont pas à la gestion des risques et surtout à l'évolution de la gestion des risques. Parce que si on s'arrête un peu et on pense de mois en mois, à chaque mois, il y a toujours un nouveau risque qui se rajoute au niveau international, que ce soit des conflits, que ce soit des risques au niveau de la santé, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau du climat. Il y a des risques qui se rajoutent constamment. Donc, je me dis, si je suis une institution financière, je dois constamment revoir mon seuil de tolérance au niveau de la gestion des risques et voir un peu les institutions ou les entreprises avec lesquelles je suis prêt à faire affaire
et lesquels je dois me départir? Eh bien, au nom de tous les téléspectatrices, téléspectateurs de Caméra Mosaïque qui vous suivaient et de par le monde, merci d'avoir apporté votre expérience et expertise. Vous nous avez aidé à comprendre ce qui s'est passé au niveau de ces 3 banques régionales aux États-Unis qui ont déposé leur bilan tout malheureusement il y a 2 semaines. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et à bientôt. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Soyez prudents. Au revoir. D'accord. Au revoir.